C'est donc le coup d'envoi de la COP21 donné par le chef de l'État qui a accueilli au Bourget pas moins de 150 chefs d'État et de gouvernement avec un état d'esprit plutôt volontaire puisque François Hollande demande un accord différencié, universel et contraignant. Mais quels sont les points de blocage, les enjeux et aussi ces blocages qui existent aujourd'hui? On va en parler avec mes invités. Thomas Porcher, bonsoir, vous êtes économiste spécialiste de l'énergie. Vous avez écrit Le déni climatique. Et puis nous sommes en direct du Bourget avec l'une des participantes, c'est la navigatrice Isabelle Autissier. Bonsoir. Aujourd'hui présidente du WWF France. Est-ce que ce soir vous êtes optimiste, Isabelle ? Bah écoutez, ce qui est bien, c'est que les chefs d'État aient parlé tout de suite maintenant, comme ça les choses sont claires. Et c'est vrai qu'on voit bien ce qui se dessine, c'est que les pays en développement, eux, ils ont besoin de moyens. Ils ont besoin de moyens pour faire face aux dégâts actuels et puis pour faire leur transition énergétique. Par contre, ce qui est bien, je trouve, c'est que la plupart des pays développés ont donné quand même pour l'instant un signal assez important, assez fort, sur le fait qu'ils reconnaissaient leurs responsabilités, en gros, et qu'il y allait y avoir un certain nombre de choses sur la table. Quoi, on ne sait pas encore exactement, mais voilà, je crois que c'est un peu ce que les Anglais appellent un momentum. Hein, on dirait un peu rapidement que les Athéniens s'atteignent, mais en tout cas, oui, il y a un signal ce soir. Alors, on a vu donc ces déclarations d'intention, ces photos de famille avec les grands de ce monde. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, la présence sur place, notamment des ONG, c'est pour faire pression pendant cette dizaine de jours de négociations ? Évidemment, parce que toutes les ONG, d'ailleurs on me l'a dit plusieurs fois, sont peut-être aujourd'hui plus unies mondialement que les dirigeants. En tout cas, on sait qu'on représente des centaines de millions, des milliards de personnes de la société civile. Donc nous sommes écoutés. Nous sommes écoutés aussi parce que nous nous basons sur la science. Ce n'est pas des idées en l'air, ce n'est pas des points de vue. Ce sont des réalités et nous avons collectivement des solutions. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les ONG comme le WWF mais comme d'autres aussi, on voit au chapitre et sont certainement beaucoup mieux vécus entre guillemets qu'il y a quelques années comme à Copenhague où on était juste les empêcheurs de tourner en rond. Maintenant on fait partie aussi des constructeurs de solutions. Isabelle, vous restez avec nous. Thomas Porcher, vous avez écrit le déni climatique. On n'est pas dans le déni. Moi, j'ai entendu Vladimir Poutine dire tout à l'heure il faut un accord contraignant. J'ai entendu dire les deux présidents des pays les plus pollueurs, hein, le président chinois et le président américain Obama, dire il faut être ambitieux et obtenir un accord. En fait, nous, ce qu'on dénonce dans le livre, c'est vraiment la différence entre les mots, et là, tout le monde y est, hein, tout le monde veut s'engager pour lutter contre le climat, et les actes. Et dans les actes, là, on n'y est pas du tout. Hein. Les contributions montrent qu'on est à 3 degrés, hein, sur un objectif de 3 degrés, alors qu'il faudrait être en dessous de 2 degrés. Alors, vous savez, on était sur une trajectoire de 4-5, mais si on est à 3, on a quand même la tête sous l'eau, donc ça ne change absolument rien. Attendez, vous dites qu'il y a pour l'instant un décalage entre ces déclarations d'intention et puis la réalité des accords que, pour le moment, on a mis sur la table. Ah bah complètement, il y a un décalage énorme, il y a même un décalage entre le consensus, je dirais même, pour aller plus loin, consensus scientifique sur le réchauffement climatique que tout le monde admet aujourd'hui et les actes, même au jour le jour, en dehors des COP. On continue massivement, par exemple dans les pays de l'OCDE qui sont responsables de 2/3 du réchauffement climatique au XXe siècle, il y a 800 plans de subvention des énergies fossiles, des énergies polluantes. Donc vous voyez, il y a quand même une grosse différence entre ce que l'on sait scientifiquement, ce qui est accepté, ce qui est dit, et les actes traduits concrètement. Donc il faut arrêter de dire la planète est en danger, il faut passer aux actes. Alors il y a quand même des points de blocage, un accord contraignant ou non. On sait que par exemple les Américains ne veulent pas d'accord contraignant. Oui, exactement. Ils l'ont dit, hein, qu'ils ne veulent pas d'accord contraignant. Donc vraisemblablement, là, on se dirige vers quoi? Vers un espèce de mécanisme juridique qui serait plus ou moins contraignant sans l'être réellement et qui obligerait les États, tous les 5 ans, à réajuster à la hausse leurs contributions. Mais on ne sait même pas s'il y aurait des pénalités. Je veux dire, aujourd'hui, dans le précédent protocole de Kyoto, il y a des pays qui sont sortis de Kyoto, comme le Canada, qui n'ont pas eu de pénalité. Donc il faut un mécanisme de révision, mais avec des pénalités si les pays ne respectent pas les engagements pris. Ce qu'il faudrait réellement, c'est des contributions plus ambitieuses, qu'on arrive à 2 degrés, que l'on scelle ça avec un traité contraignant, avec des très fortes pénalités si on ne respecte pas ce traité. Et puis il y a aussi l'aide financière pour les pays en voie de développement. On parle de 100 milliards de dollars.
chaque année, c'est ça? Oui, chaque année à partir de 2020. Et pour l'instant, le fonds vert n'a pas reçu. Il y avait un fonds normalement qui devait recevoir une partie de cet argent. Il n'a pas reçu énormément d'argent. On ne sait pas si cet argent qui va être mis va être additionné à l'argent qui est déjà donné à l'aide au développement ou juste substitué. Donc il y a une espèce de flou sur le financement effectivement de la transition énergétique et de l'ajustement dans les pays pauvres. Et puis Isabelle Autissier, il y a aussi cette idée de donner un prix au carbone en fait pour limiter les émissions de CO2. Ce sont des experts qui depuis longtemps le disent. Il faut donner un prix au carbone. J'ai pas entendu Barack Obama en parler aujourd'hui. Non, moi j'ai entendu François Hollande en parler, mais vous avez raison, Barack Obama n'en a pas parlé. Et pourtant, ça fait partie des solutions, ça fait partie des choses qu'il faut que cette conférence puisse acter à un moment ou à un autre pour que on puisse effectivement être sur ce mécanisme. Et je crois que ce qui est important dans cette conférence, c'est que vraiment on va avoir des signaux comme quoi on est sur la bonne trajectoire. On l'a dit, aujourd'hui les contributions des pays, on est à 3 degrés, donc c'est pas jouable. Il faut descendre, mais surtout, il faut qu'on ait une mécanique pour descendre. Cette mécanique, il faut par exemple se revoir avant 2020, avant qu'on mette en œuvre les accords qu'on va signer maintenant. Il faut dès 2017, dès 2018, voir où on en est et augmenter nos ambitions pour 2 degrés, mais je dirais plutôt pour 1,5 degré. C'est par exemple ce que demandent les petits pays, en particulier les îles, qui elles, à 2 degrés, vont être sûrement sous l'eau. C'est-à-dire qu'on va perdre des pays. Donc là, il y a vraiment un enjeu, c'est qu'il faut vraiment une mécanique de cliquet qui aille très vite maintenant et qui soit extrêmement ambitieuse. Donc ça, c'est tout l'enjeu de la conférence. Et puis aussi, il faut que le Nord aide le Sud, parce que c'est peut-être un peu facile de faire la leçon aux pays en voie de développement, qui n'ont pas connu l'industrie telle que nous l'avons mise en place, et à qui on devrait maintenant leur dire, écoutez, vous n'allez pas faire comme nous, il faut trouver d'autres solutions pour avoir de la croissance. Oui, alors par exemple, il faut trouver des solutions pour amener l'électricité aux milliards de personnes qui ne l'ont pas, mais qui ne soit pas une électricité basée sur les fossiles. C'est-à-dire qu'il faut généraliser partout les énergies renouvelables, permettre à ces pays-là d'y accéder, donc il faut leur donner les technologies, et il faut aussi leur donner de l'argent pour permettre d'équiper leur population avec ce genre d'énergie. Et ça, je crois que ça fait partie des urgences de la planète. Si on n'arrive pas à faire ça, il ne faut pas s'étonner que les pays en développement nous disent, bah écoutez, nous on va faire une centrale à charbon parce que aujourd'hui c'est pas cher. Donc décarboner l'économie, c'est pas seulement dans les mots, c'est qu'il faut vraiment avoir une trajectoire et il faudrait un objectif, et l'objectif ça devrait être 100% de renouvelables en 2050, parce que là ça nous fixerait une règle, ça nous fixerait un élan et ça permettrait d'aller sans doute beaucoup plus vite que ce qu'on fait maintenant. Thomas Porcher, vous êtes optimiste ou pas? Alors sur la COP, pas extrêmement concrètement, j'espère, mais rien n'est encore joué, mais je ne suis pas complètement optimiste. Moi maintenant, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas attendre des COP pour agir. Trop d'États ont attendu les COP justement pour agir en disant ce pays ne fait pas ça, donc je ne vais pas le faire. Il faut plutôt agir pour réussir les COP. Et aujourd'hui, ceux qui doivent agir sont les pays riches en priorité. On ne peut pas attendre des pays émergents qu'ils aillent 100% dans le renouvelable si nous subventionnons aussi nos énergies polluantes. On ne peut pas signer des traités à l'autre bout du monde sans aucune clause sur le climat. Donc il faut là-dessus qu'on soit exemplaire pour pouvoir faire pression sur les émergents pour qu'ils puissent ensuite être ambitieux. Isabelle Autissier, une dernière question, mais c'est à la navigatrice que je la pose. Une réaction, on a appris que le skipper Franck Camas avait été sérieusement blessé à la jambe droite au large de Quiberon lors d'un entraînement puisqu'il prépare la Coupe de l'Amérique 2017. On ne connaît pas précisément la nature exacte de la blessure, mais visiblement il aurait le pied en partie sectionné. Vous avez des informations? Alors non, malheureusement, j'ai pas d'informations supplémentaires. C'est vrai que là, j'étais toute la journée à cette COP 21. Donc oui, ça paraît quand même effectivement assez grave comme blessure. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va l'handicaper longtemps. Bon, c'est quand même un athlète de haut niveau. C'est un sportif qui est plutôt en bonne santé, donc je lui fais assez confiance pour reprendre le dessus assez vite. Mais oui, apparemment, c'est quand même une blessure grave, quoi. Merci Isabelle Autissier, merci Thomas Porcher. Dans un instant, on va s'intéresser à la sécurité, la très haute sécurité qui entoure le site du Bourget, avec celui qui en a la charge. C'est le préfet chargé de la sécurité, Hubert Végel, il sera avec nous en direct.